La pièce de monnaie est l'un des rares objets qui existent aux origines même de toutes les civilisations et qui est encore utilisé quotidiennement par l'ensemble de la population mondiale sur tous les continents. En France, c'est la Monnaie de Paris, en quelque sorte la plus vieille entreprise du monde, qui assure aujourd'hui la fabrication de la monnaie, à Pessac, en Gironde. Si la fabrication de la monnaie est dorénavant ultramoderne et obéit à des processus toujours plus sophistiqués, il n'en a pas toujours été ainsi. C'est une longue et fascinante histoire que nous proposons de vous raconter. La Monnaie de Paris est en effet la plus ancienne institution française. Son acte de naissance remonte au IXe siècle. Le 25 juin 864, le roi Charles le Chauve, petit-fils de l'empereur Charlemagne, promulgue alors un édit, l'édit de Pitre. Cet acte va avoir des conséquences politiques, économiques et monétaires très importantes. Mais que dit véritablement le texte? Cet édit de Pitre est considéré comme un texte fondamental, c'est vrai, parce que pendant très longtemps, c'est à peu près le seul qu'on ait vraiment bien connu. Dans l'édit de Pitre, vous avez beaucoup de choses. Vous avez d'abord, effectivement, la fixation du poids et du titre du denier, seule monnaie. Vous avez ensuite la fixation de son type, c'est-à-dire d'un côté la croix qui est toujours l'insigne des monnaies chrétiennes, et de l'autre côté le monogramme royal, Carolus, avec les lettres l'une dans l'autre. Et enfin, troisièmement, la liste des ateliers royaux. Et dedans figure effectivement l'atelier de Paris. On n'était pas dans ce qu'on voit aujourd'hui d'Hôtel des Monnaies, c'est-à-dire un bâtiment prestigieux, des machines. Là, ce n'était pas du tout ça. La monnaie se frappait à la main avec des techniques artisanales. C'est-à-dire que l'on prépare des feuilles du métal à monnayer, on découpe des bandes, on découpe ensuite des rondelles, et ce flanc est ensuite présenté entre les deux coins, et l'on frappe avec un marteau sur le coin mobile, de manière à ce que les reliefs s'inscrivent sur ce flanc et deviennent une pièce de monnaie. Ce qu'il faut voir au départ, c'est que le royaume de France, c'est grosso modo Paris et les environs. Le pouvoir réel, il est détenu effectivement par les barons et les féodaux. C'est eux qui détiennent le pouvoir local et qui, après, par des jeux d'alliance, vont éventuellement accepter de se placer sous la houlette du roi. On pourrait voir la frappe monétaire royale comme un des instruments de la reconquête des pouvoirs du roi. Effectivement, l'une des volontés du roi de France est, quand il défait un baron, de lui retirer ses prérogatives, privilèges, etc., et notamment celui de battre monnaie. Symboliquement, c'est très fort. La monnaie, c'est quand même... D'abord, c'est un instrument, bien sûr, de la vie économique, mais c'est aussi un instrument idéologique. Et c'est une façon d'imposer son pouvoir. La monnaie, c'est la politique. Au XIIe siècle, Philippe Auguste, confronté à l'affaiblissement du pouvoir royal, parvient en quelques années à refaire l'unité du royaume. Son règne voit l'émergence d'un État moderne. Le roi de France se sert alors de la monnaie comme d'un instrument de reconquête pour contrôler ses féodaux. Philippe Auguste va petit à petit réunir à la couronne, soit par mariage, par alliance, soit par conquête, les fiefs qui entourent le domaine royal. Et il va aller vers l'ouest en profitant du fait que son ennemi le plus intime, Richard Cœur de Lion, part à la croisade avec lui et se fait faire prisonnier. Et là, pendant qu'il n'est pas là, en plein territoire plantagenet, Philippe Auguste va frapper ses deniers. Autrement dit, le coucou va pondre des œufs dans le nid de l'autre. La monnaie peut être un instrument de conquête. Depuis le début du Moyen Âge, les monnaies royales sont en argent. Mais au XIIIe siècle, l'or refait surface. Les croisés ramènent du métal précieux d'Orient, puis ils le fondent pour en faire des pièces. Depuis des siècles, depuis la fin justement de l'époque, disons, mérovingienne, on est dans une économie uniquement basée sur l'argent. Et brusquement, à cause bien entendu d'un changement dans l'économie, la renaissance des villes au XIe siècle, cet aspect aussi de conquête avec les croisades, donc on est dans une époque qui se transforme complètement et réapparaît au milieu du XIIIe siècle, l'or. Il fallait que Saint-Louis, face aux belles monnaies d'or qui marquent sa place, lui, le roi de France,
Il ne faut jamais oublier, quand on parle de monnaie à cette époque-là, c'est que la monnaie représente le souverain. C'est-à-dire un souverain qui est respecté a une monnaie qui est respectée. L'écu d'or de Saint-Louis, c'est la réapparition de l'or au XIIIe siècle dans la numismatique, qui même sur le plan iconographique est absolument extraordinaire, puisque c'est un écu avec 3 fleurs de lys. Donc c'est un symbole total de la royauté, et ça veut dire que le roi de France fait frapper l'or, et les féodaux, normalement, ne peuvent pas. Donc, par là même, il se met au-dessus des féodaux. C'est une pièce extrêmement rare, puisqu'il n'y en a que 8 qui soient restés. Il faut être un funambule pour pouvoir maintenir une bonne monnaie qui soit à la fois accessible à tout le monde et abondante. Le denier de Saint-Louis, le gros de Saint-Louis, c'est devenu le parangon de la bonne monnaie pour les siècles médiévaux à venir. Mais les besoins ne sont plus les mêmes. La monétarisation s'est accentuée. Maintenant, on a besoin d'avoir des quantités de petits numéraires. Une monnaie pour aller acheter une bricole. Si la société se monétarise au siècle de Saint-Louis, qui représente un véritable âge d'or pour les contemporains, les catastrophes se multiplient au début du XIVe siècle. L'Europe est en crise, sécheresse, peste, inondations, famine et guerre. On se retrouve avec les épisodes de peste qui vont quand même faire disparaître la moitié de la population européenne. Une insécurité totale parce qu'il y avait des bandes de pillards qui se promenaient dans les campagnes. Le XIVe siècle, c'est vraiment la période la plus noire de cette histoire. Nous avons la guerre de 100 ans, qui à l'origine est une guerre dynastique entre les Capétiens et les Plantagenets. Et cette rivalité va durer sous forme de guerre spasmodique, de chevauchés qui mettent les campagnes à feu et à sang. Ça a des conséquences monétaires considérables, étant donné qu'il n'y a aucune confiance, l'argent se terre, se cache. Ça empêche tout développement économique, donc c'est une période qui est vraiment très très compliquée, surtout pour les populations. Il faut se remettre dans le contexte donc, de la guerre de 100 ans, où on commence à avoir de très très nets déboires. Et en 1356, c'est notamment la défaite de Poitiers. On a le roi qui était Jean le Bon, et manque de chance, donc à la bataille de Poitiers, il est fait prisonnier par les Anglais. On demande à la France une rançon exceptionnellement élevée, c'est quand même le roi. Donc le roi va être obligé de faire frapper une nouvelle monnaie en or, et ça va être en 1360 la naissance du franc. On va représenter le roi, qui était un roi soldat, en armure sur son cheval, ce qui est extrêmement différent de tout le monnayage gothique précédent. Et en sortant donc de sa prison, de sa captivité, Jean le Bon a déclaré « Me voilà désormais franc de toute rançon ». Il y a une double interprétation. Il est représenté comme un cavalier franc, franc au sens de français, mais en même temps, cette monnaie va servir à le rendre franc, c'est-à-dire à le libérer des Anglais. Et donc c'est ce nom de franc qui va rester quand même dans le mental des Français comme étant une référence à une pièce.